Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est le mot du jour. Celui qui divise le socle commun du gouvernement, celui qui irrite la gauche au point qu'elle a quitté les négociations sur le budget 2025. Submersion migratoire, les termes choisis par François Bayrou qui font polémique, mais le Premier ministre persiste et signe. Qui peut dire que ce n'est pas vrai, a-t-il lancé hier à l'Assemblée nationale, vous l'avez entendu, car le locataire de Matignon s'appuie sur des chiffres, William Molinier, ceux du ministère de l'Intérieur que vous avez consulté. Et c'est une information Europe 1, le nombre de demandeurs d'asile est bien en hausse de 10%. De janvier à novembre dernier, 129 494 demandes d'asile ont été déposées, soit une augmentation de 9,8% par rapport à la même période précédente. L'asile dope donc les chiffres de l'immigration, mais dans le même temps, la lutte contre l'immigration irrégulière semble porter ses fruits. Le nombre d'interpellations de clandestins a augmenté de 20%. En novembre dernier, 82 étrangers en situation irrégulière ont été expulsés contre seulement 29 un an auparavant. Pour autant, cela reste une goutte d'eau au regard des 6 655 échecs d'éloignement enregistrés en novembre. La moitié due au manque de place en centre de rétention administrative, 20% parce que les services français n'ont pas pu déterminer la nationalité du clandestin. Le discours de fermeté sur l'immigration légale a été entendu. Les naturalisations sont en très nette diminution. En novembre dernier, 1905 étrangers sont devenus français. Ils étaient 5 412 en novembre 2023, soit une baisse de près de 65%. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Submersion migratoire, 2 Français sur 3, 65% sont d'accord avec les termes employés par François Bayrou. C'est ce qui ressort d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Oui, car ces termes résonnent avec leur quotidien. Dans certaines villes, le nombre d'étrangers a considérablement augmenté, comme l'expliquait ce matin sur Europe 1 Nicolas Pouvreau-Monti. C'est le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. La part des immigrés dans la population du Mans a doublé, mais c'est aussi le cas à Brest, c'est aussi le cas à Caen. Si on s'intéresse à des communes plus petites, on se rend compte qu'il y a des phénomènes encore plus marqués. Vous voyez, en Ille-et-Vilaine, la part des immigrés à la Guerche de Bretagne, 4500 habitants, a été multipliée par 8, par 6 à Saint-Méen-le-Grand, par 6 à Cesson. Il y a une dynamique notable dans ces régions. Et ce qui est assez marquant, c'est qu'il s'agit d'une immigration qu'on peine à intégrer localement sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'au Mans, par exemple, où la population immigrée a doublé, on avait en 2021 38% des immigrés de plus de 15 ans qui étaient chômeurs ou inactifs, c'est-à-dire ni en emploi, ni en études, ni en retraite, ce qui montre la pression qui peut exister, notamment sur les services publics locaux. Nicolas Pouvreau-Monti dans Europe 1 Matin, interview à retrouver sur europe1.fr. Alors des immigrés de plus en plus nombreux et qui peinent à s'intégrer. Exemple ce matin à Vénissieux, près de Lyon. Dans le quartier des Minguettes, le supermarché présent depuis les années 60 vient de fermer, transformé en magasin halal, ce qui heurte certains habitants. Reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Voilà un mois que l'enseigne Triangle s'est installée aux Minguettes en remplacement du supermarché Casino, présent ici depuis plus de 50 ans. La différence, c'est que Triangle, enseigne halal, ne propose plus d'alcool ni de porc dans ses rayons, ce qui contrarie Vincent qui habite ici depuis 25 ans. Il manque de l'alcool et du cochon pour les gens comme moi, parce que c'est que des produits halal, c'est que voilà. Il manque les produits français, franchouillards. Les papis, les mamies qui avaient avant besoin d'une bouteille de blanc ou du porc pour faire le côtelette de porc, les mignons, machin, ils vont à Carrefour, mais à Carrefour, s'il faut prendre le tramway, c'est loin. Je trouve que la mixité elle commence à se faire de moins en moins. Un constat partagé par Farid Ben Moussa, infirmier à Vénissieux, musulman atterré par ce repli sur soi du quartier. On retrouve aujourd'hui en ouverture de commerce que des commerces communautaires, des ventes d'habits religieux ou des commerces de bouche dirigés vers certaines communautés comoriennes, turques, algériennes ou ce que vous voulez, mais les commerces toutes population comme on a pu connaître dans les années 90-2000 n'existe plus sur Vénissieux. Il n'y a plus de charcuterie traiteur traditionnelle comme on peut voir dans d'autres villes. On est dans la ghettoisation, on y est bien arrivé. Un mouvement en cours qui n'est pas prêt de s'arrêter, regrette cet habitant. Vénissieux, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Il est 8h05 sur Europe 1, un nouvel épisode dans le bras de fer entre la France et l'Algérie. Alors au cœur des tensions, cette fois, les déchets des essais nucléaires menés par la France dans les années 50-60 dans le Sahara. Alors que le torchon brûle entre nos deux pays, depuis que la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, Alger remet sur la table ce vieux contentieux avec Paris. Dans un nouveau texte de loi, l'Algérie vient d'inscrire l'obligation pour la France de décontaminer son désert, Caroline Baudry. Je ne demande ni euros ni dollars, mais la dignité de nos ancêtres, déclare il y a un mois le président algérien Tebboune. Référence à la politique d'indemnisation proposée par la France. Mais les deux pays sont responsables des essais nucléaires menés en partie après l'indépendance, explique Patrice Bouvray, cofondateur de l'Observatoire indépendant des armements. Les deux pays
d'Algérie, il n'y a pas de volonté réelle de travailler sur les conséquences pour essayer de les réduire. Nettoyage des sites, des mises en place d'installations sanitaires, hôpitaux, etc. Le dossier est ouvert depuis 2008, mais l'action a laissé place à l'instrumentalisation, explique-t-il. D'autant qu'en ce moment, la situation est tendue. L'Algérie utilise beaucoup les questions mémorielles et notamment les questions de la colonisation pour éviter peut-être de prendre en charge, de régler certains problèmes en interne. La France ne peut pas aller en Algérie. L'Algérie est souveraine, donc elle ne peut pas y aller comme ça sans qu'il y ait un accord qui soit fait. En attendant, le nombre d'Algériens malades à cause de l'exposition nucléaire se chiffre en milliers selon lui. Caroline Baudry. L'actualité internationale, Vladimir Poutine, d'accord pour participer aux négociations de paix avec l'Ukraine. Mais pas question de parler à son homologue Volodymyr Zelensky, qu'il estime illégitime. Le président russe assure par ailleurs que les combats cesseraient en moins de 2 mois si l'aide occidentale fournie à Kiev s'épuisait. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Le coup de gueule de Bernard Arnault, le PDG de LVMH numéro 1 mondial du luxe, dénonce l'augmentation prévue des impôts sur les entreprises françaises. Alors que la commission mixte paritaire pour tenter de trouver un compromis sur le budget doit se réunir demain et que les négociations sont toujours en cours à Bercy, le patron du géant du luxe, qui était aux premières loges lors de l'investiture de Donald Trump, a comparé la pression fiscale sur le Made in France à ce qui se fait aux États-Unis. Écoutez. Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40%, à peine croyable, donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. La menace de délocalisation de Bernard Arnault, le patron d'LVMH, qui représente 160 000 emplois directs et indirects en France, propos recueillis par Brieux Bauchet. Les sports, soir de football, 8e journée de la Ligue des Champions. Alors, la musique est belle, mais la météo le sera moins pour le Real Madrid qui joue à Guingamp face au Stade brestois. On sait qu'il pleut beaucoup dans le Grand Ouest en ce moment. C'est un peu David contre Goliath ce match. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. En direct de Guingamp, vous allez suivre ce match pour Europe 1 ce soir. Est-ce que les Brestois ont une chance, Cyril ? Oui, les Brestois ont une chance. Les Lillois ont battu le Real Madrid cette saison. C'est donc possible. D'ailleurs, malgré son prestige, le club madrilène est moins bien classé en Ligue des Champions que Brest. Or, les Brestois ont déjà battu des cadors européens à domicile cette saison. Ils joueront l'esprit libéré car ils sont d'ores et déjà assurés de disputer les barrages. Et puis, le Real n'a pas de secret pour Brest, explique l'entraîneur finistérien Éric Roy. Il y a un avantage, c'est qu'ils connaissent forcément tous les joueurs, ils connaissent cette équipe parce que c'est une équipe que l'on voit beaucoup à la télévision et il y en a beaucoup, je pense, qu'en plus dans l'effectif qui aiment cette équipe, quoi. Donc, non, je crois qu'il faudra surtout jouer. Voilà, il faudra jouer une part garder Kylian Mbappé, qui pourrait recevoir un accueil mitigé de la part des fans brestois. En 2023, lors d'un PSG-Brest, la star s'était dirigée vers les supporters bretons et avait mis un doigt sur la bouche en guise de célébration. Attention, Mbappé vient de marquer 8 buts en 8 matchs avec le Real Madrid. On gardera également un œil sur les autres clubs français, notamment le PSG en déplacement à Stuttgart ce soir. Les Parisiens doivent au moins décrocher le nul face au club allemand pour se qualifier pour les barrages. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Prudence avec le mauvais temps, puisque en ce moment dans le Grand Ouest c'est compliqué. On pense bien sûr à nos amis du Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique qui sont toujours en vigilance rouge crue avec de nouvelles pluies attendues aujourd'hui. Bon courage. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Ne manquez pas dans 20 minutes ce matin la signature Europe 1 d'Eugénie Bastier qui va nous parler de la démission du patron du groupe EBRA, premier groupe de presse quotidienne régionale. Il a cédé à la condamnation morale de la gauche, il s'en va à cause de likes, de publications de Sarah Knafo, comme quoi